Concours d'accès à l'ENSAM pour l'année 2016 sur la physique. Donc on se propose d'étudier deux possibilités du mouvement d'une mastelote de masse petit m coulissant sans frottement sur une tige. La mastelote est attachée au point fixe A par un ressort de raideur K et de longueur A vide L0. Donc la partie 1, l'extrémité fixe A est située à une distance H de la tige horizontale. On désigne par X l'abscisse de M par rapport à O, c'est-à-dire cette distance-là, c'est X. Donc, en fonction de K, X, L0 et H, déterminer l'expression de la force de rappel, c'est-à-dire la force ici qui exerce le ressort. Donc, on a AM, c'est L. Et T, c'est une tension, c'est-à-dire c'est une tension qui a pour rôle de ne pas perdre le ressort, c'est-à-dire son rôle c'est qu'il s'oppose à l'élongation qui dépasse la normale, c'est-à-dire si une élongation dépasse la normale, alors le ressort se transforme tout simplement en un fil. Donc T est égal à K delta L U, c'est-à-dire en sens inverse. Voici U, voici T. Donc ça c'est tout simplement en vecteur. Ça c'est en vecteur. Donc on a delta L, c'est AM moins R0. R0 c'est la longueur à vide lorsque le ressort n'est attaché à rien. Donc c'est-à-dire AM c'est L moins R0. Donc on a ce triangle-là, c'est un triangle rectangle ici. C'est-à-dire que ça c'est l'hypoténuse, ça au carré est égal à ça au carré plus ça au carré. C'est-à-dire que AM au carré est égal à L au carré est égal à X carré plus H au carré. C'est-à-dire que L est égal à racine de X carré plus H au carré. Et puisque T est de sens contraire de U, donc T est égal à moins K, racine de X carré plus H au carré moins L, 0. L'expression de l'énergie potentielle, sachant que l'énergie potentielle pour X égale à 0 est égale à 0. Donc on a EP de X, donc ce qu'on appelle l'énergie élastique, c'est 1 demi K delta L au carré plus une constante. On va remplacer delta L par son expression. Donc l'énergie potentielle pour X égale à 0, elle est égale à 0. C'est-à-dire lorsqu'on remplace X par 0, l'énergie potentielle égale à 0. Donc on aura donc racine de H au carré moins L0 égale plus C égale à 0. Donc lorsque X égale à 0, si X égale à 0, c'est-à-dire le point M, il vient ici. C'est-à-dire que L0, il devient égal à H. Donc c'est-à-dire que ce terme-là, il est nul. C'est-à-dire que la constante, il est nulle. Donc c'est-à-dire que l'énergie potentielle est égale à 1 demi K, facteur de racine de X carré plus H au carré moins R0, le tout au carré.
les positions d'équilibre. Donc on a EP de x est égal à 1 demi k facteur de racine de x carré plus h au carré moins R0 au carré. Donc les positions d'équilibre sont obtenues en dérivant l'énergie potentielle élastique par rapport à x et qui est égal à 0. Donc ça égale à 0. Donc avant de passer à la dérivation, on va essayer de calculer ce terme-là. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc par la suite, donc d de x carré par rapport à dx, c'est 2x. Ça, c'est une constante égale à 0. Et ça, c'est moins 2L. 0, ça, c'est la dérivée sur 2 fois. Donc, on va trouver cette expression-là. On va mettre x en facteur. Donc, on va trouver cette expression-là. C'est-à-dire que x égale à 0 ou bien ça égale à 0. Donc, x égale à 0 ou bien ça égale à 0. C'est-à-dire x égale à 0 ou bien ça égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 0 ou bien x carré plus h au carré égale à L0. C'est-à-dire x carré plus h au carré égale à L0 au carré. C'est-à-dire x est égal à plus ou moins avec L0 est supérieur à h. Donc parce qu'on a déjà le x égale à 0, donc ça ne vaut pas la peine de mettre L0 supérieur ou égal à h. Donc les positions d'équilibre sont x égale à 0 et cette relation-là. Le 1,4, les pulsations des petites oscillations autour des positions d'équilibre stables. Donc on a l'énergie potentielle et on a l'énergie cinétique. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies. Puisque les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique, elle est constante. C'est-à-dire que sa dérivée, elle est nulle. Donc la dérivée, ce n'est pas par rapport à x, mais par rapport au temps. Donc on va dériver la somme des deux, c'est-à-dire ça plus ça, c'est-à-dire cette expression-là. Donc on en déduit, donc après, simplement, c'est-à-dire, ça il faut déjà enlever au carré comme on a fait avant. Donc tout simplement c'est des calculs, donc vous trouvez cette expression-là. Donc après on met x point en facteur, donc on aura cette équation-là. Donc ça, x point égale à 0, ou bien cette équation-là égale à 0. Donc ça, c'est une équation différentielle. Donc on a x carré plus h au carré, elle est égale à L0 au carré. C'est-à-dire que racine de x carré plus h au carré égale à L. Donc on va la remplacer ici. On va remplacer ce terme-là par ce terme-là. Donc pour les oscillations sur des positions d'équilibre stables, donc c'est-à-dire que les pulsations sont, c'est oméga 0 au carré est égal à k moins 2L 0 sur L. Donc oméga 0, les pulsations, c'est racine de k moins 2L 0 sur L.
la partie 2, la tige fait un angle θ0 par rapport à OA. Il tourne uniformément d'un angle oméga. Ça c'est la vitesse angulaire autour de cet axe. Donc, déterminer l'équation différentielle de M le long de la tige. Donc, la partie 2. En l'absence des frottements, la masse celote est soumise à deux forces, le poids et la tension des ressorts. Donc, on a, puisqu'il est en mouvement, on a P plus T égale à M à G. G, c'est l'accélération du centre d'inertie. Donc, on va projeter le P et le T sur les deux axes U et V. Donc, V, c'est le vecteur tangentiel à ce cercle-là. Et U, c'est le vecteur normal. Ça, c'est normal. Le U, c'est normal. Et le V, c'est tangentiel. Donc, selon U, on a T est égal à mg cosinus θ. Selon V, c'est moins mg sinus θ. Le T, selon U, c'est moins T. Et selon V, c'est 0. L'accélération, selon U, ça c'est normal, donc est égal à V au carré sur R. Et V est égal à L oméga, c'est-à-dire L θ point, puisqu'il est en rotation. Donc sur L, donc est égal à L θ point au carré, selon U. Selon V, c'est la dérivée dV sur dt, c'est-à-dire d sur dt de L θ point, c'est-à-dire L θ seconde. Donc maintenant, on égalise donc ça avec U et l'autre avec V. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est la projection selon U. Donc, on a selon U, on a selon V. Donc, on va remplacer T par son expression. Et on va dériver cette expression-là. Donc, la dérivée par rapport à T, c'est la dérivée par rapport à θ qui multiplie θ par rapport à T. Donc, on va avoir donc d sur dt, c'est d sur dθ qui multiplie dθ sur dt. Donc, la dérivée ici, c'est pas être égal à moins sinus θ. Non, c'est pas ça. Donc, cette dérivée-là, ça s'écrit d'une autre façon. Ça égale à 0. Ça n'a pas d'importance. Donc, ça, d sur dθ, ça, c'est d sur dt est égal à d sur dθ, dθ sur dt. Donc, ça, il est dérivable par rapport à θ. Il est égal à moins sinus θ. Et ça, c'est θ point. Donc, ça, c'est 2 θ secondes. Et ça, c'est θ point. Donc, on simplifie par les n. On va mettre θ point en facteur. Donc, on a ça égale à 0. Donc, ça, c'est son vitesse initiale. Et, c'est-à-dire la vitesse initiale de tournement autour de l'axe delta. Donc, on a l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, c'est cette expression-là.
Déterminer la position d'équilibre et la période d'oscillation. Donc on a, si θ est petit, donc on remplace sinus θ par θ. On aura donc l'équation F prend cette forme-là. Donc ça, on déduit la pulsation. Donc ça, c'est la pulsation oméga 0. Donc la solution de cette équation-là, c'est connu, c'est cette équation-là. Donc la position d'équilibre, c'est θ0 qui est égal à 0 radian. C'est-à-dire c'est θ pour t égale à 0. Donc si t à l'instant t égale à 0, donc θ0, il se trouve, pour que l'équilibre soit stable, il faut que la masse lotte se trouve en ce point ici. Pour que l'équilibre soit stable, il faut que le M sera ici. C'est-à-dire θ0 égale à 0. Donc si θ0 égale à 0, alors on remplace ici, on va voir cosinus phi égale à 0. C'est-à-dire que phi doit être égal à pi sur 2. Donc la période, c'est 2 pi sur oméga 0, c'est-à-dire c'est 2 pi sur ce terme-là. Donc voici la période propre. Donc la position d'équilibre stable, c'est 0 radian. Et T0, la période, c'est 2 pi racine de 2L sur G. Déterminer la vitesse angulaire maximale, W max, de la tige pour que le mouvement de masse lotte soit stable, c'est-à-dire borné. Donc on a θ de t égale à A cosinus de oméga 0, c'est-à-dire racine de G sur 2L t phi. Donc la dérivée, ça nous donne cette expression-là. Donc la masse lotte se trouve dans la position la plus stable. Donc A égale à L0. C'est-à-dire que lorsqu'il se trouve dans sa position stable, c'est-à-dire que le L, est égal à L0. Donc égal à L0, c'est-à-dire qu'on va trouver, c'est le A. Donc on a le θ point max. Tout simplement, on va mettre ici la valeur absolue. Donc la valeur absolue ici, ça c'est la valeur absolue, elle est égale. Donc la valeur maximale, c'est 1. Pour le sinus, c'est 1. Donc il reste tout simplement, donc θ point max est égal à L0, racine de G sur 2L0, c'est-à-dire est égal à racine de G L0 sur 2. Donc ça c'est la vitesse de rotation maximale autour de sa position d'équilibre la plus stable, ou bien bornée.
L'exercice 2. Un point matériel N peut glisser sans frottement dans un plan vertical X ou Y sur un support d'équation tau. Ça, c'est tau majuscule. Donc ça, c'est désigne la courbe ici. Donc, ces courbes-là, sa représentation paramétrique, c'est cette expression-là. où B et θ sont des constantes. Avec θ, elle appartient à 0 de pi. Donc, déterminer l'abscisse curviligne S qui est égale à l'arc OM en fonction de B et de θ. Donc, sachant que ça, c'est pas une courbure, c'est-à-dire que cette courbure, c'est pas un cercle, c'est-à-dire que le rayon, c'est pas constant ici. Donc, on a l'équation paramétrique, c'est cette équation-là. Donc, puisque la trajectoire de la représentation paramétrique de tau n'est pas un cercle, parce qu'on ne connaît pas le rayon, ça, c'est pas, cette distance-là, c'est pas égal à cette distance-là. Rien ne veut dire que ça est égal à ça pour dire que c'est un cercle. Donc, si, parce que dans le cas d'un cercle, on connaît l'abscisse curviligne, tout simplement est égal à R fois θ. C'est-à-dire, par exemple, si ça est circulaire, c'est tout simplement prendre le rayon qui multiplie l'angle d'ouverture. Mais ça, c'est pas circulaire. Dans ce cas-là, ds est égal, c'est-à-dire ds au carré ou bien ds est égal à racine de dx au carré, x varie avec le temps, plus dy au carré. Donc, ce sont des déplacements élémentaires de selon OX et selon OY. Donc, c'est ça l'expression de l'abscisse curviligne dans le cas général. Ça, tout simplement pour les cercles. Donc, tout simplement, on va dériver cette expression-là. Donc, la dérivée de cette expression ici, donc d de x, c'est d de ce terme-là. C'est-à-dire d de, ça c'est bêta, ça c'est b, c'est constant, donc d de θ, et ça c'est d de sinus θ. Donc d de sinus θ, puisqu'on parle du temps, parce qu'elle varie avec le temps. C'est-à-dire que d de sinus θ, c'est d par rapport à dθ qui multiplie dθ sur dt. C'est-à-dire est égal à cosinus θ fois dθ. Donc on va mettre dθ en facteur, donc on a cette expression-là. De la même chose pour le sinus, de la même chose pour y. Donc avec la dérivée de cosinus, c'est sinus. Donc ds est égal à ça au carré plus ça au carré. Donc tout simplement, donc on va trouver cette, donc ça c'est au carré, ça c'est au carré. On va trouver cette expression-là. Donc, on connaît que ça est égal à 1. Donc, est égal à b racine de 2 plus 2 cosinus de θ, d de t. Donc, on va trouver qu'il est égal à b racine de 2 plus 2 cosinus de θ, dθ. Donc, maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle les formules de transformation. Donc, on connaît que 1 plus cosinus θ est égal à 2 cosinus carré θ sur 2, et que 1 moins cosinus θ est égal à 2 sinus carré de θ sur 2. Donc ça, ce sont les formules, c'est-à-dire qui font partie de ce qu'on appelle cosinus de A plus B, sinus de A plus B, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des formules que vous devez apprendre par cœur. Ou bien, tout simplement, si vous connaissez la démonstration, vous pouvez la démontrer. Donc, on va remplacer 1 plus cosinus θ par 2 cosinus carré θ sur 2. Donc, on aura cette expression-là. Donc, la racine de quelque chose au carré, c'est la valeur absolue. Donc, ça, c'est ds. Donc, on passe maintenant à l'intégration. C'est-à-dire s est égal à 2b, l'intégrale de cosinus θ sur 2 dθ plus une constante. Donc, ça, c'est cosinus θ sur 2. L'intégrale, ça devient tout simplement, on va sortir le 1,5 ici, puisque ça, c'est comme si on met cosinus oméga de t. Donc, oméga ici est égal à 1,5. Donc, est égal à 2
B, 1 demi, la valeur absolue de sinus θ sur 2 plus une constante. Et puisque θ est compris entre 0 et 2π, c'est-à-dire, parce que ce qui nous intéresse, c'est θ sur 2. Donc, lorsqu'on va diviser par 2, on va trouver qu'il est égal, on comprend entre 0 et π. Et sur 0 et π, alors sinus θ sur 2, il est positif. C'est-à-dire, on va enlever la valeur absolue, donc est égal à, ça c'est, on veut multiplier par l'inverse, donc S est égal à 4b, sinus θ sur 2 plus une constante. Donc, pour trouver la constante, il faut se référer aux conditions initiales. Pour x, par la valeur θ égale à 0, donc on remplace dans x θ par 0, on va trouver qu'il est égal à 0. Et le y, pour θ égale à 0, on va trouver qu'il est égal à 0, car cosinus de 0, c'est 1. Donc on trouve que c'est 0, c'est-à-dire que c est égal à 0. Donc autrement dit, S de θ est égal à 4b, sinus θ sur 2 pour tout θ appartenant à 0 de π. Donc l'énergie potentielle en fonction de S. Donc on a l'énergie potentielle, c'est l'énergie selon l'axe Y. Parce que le P a une relation avec l'altitude, avec Z. Ça n'a rien à voir avec X. Donc, EP de 0, donc c'est-à-dire EP de θ, est égal à mgy de θ plus c. Donc, on va remplacer y de θ par son expression. Et on sait que 1 moins cosinus θ est égal à 2 sinus carré θ sur 2. Donc, et que S est égal à 4b sinus θ sur 2. C'est-à-dire, on va remplacer sinus θ sur 2 par S sur 4b. Donc, ça, on va le remplacer ici. On va trouver que l'énergie potentielle, elle est égale à cette expression-là, avec une constante. Donc, voici l'énergie potentielle en fonction de l'abscisse curviligne S. L'équation différentielle vérifiée par S, ainsi que la période d'oscillation du point M. Donc, on a l'énergie potentielle. Tout simplement, on va ajouter l'énergie cinétique, qui est égale à 1 demi Fv au carré. Fv, c'est ds sur dt. Donc, V au carré, c'est ds sur dt au carré. Donc, l'énergie mécanique, elle prend cette forme-là. Et puisque les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique elle est constante, c'est-à-dire que sa dérivée elle est nulle. Donc tout simplement, on va dériver cette expression-là et la donner la valeur 0. Donc après dérivation de ce terme-là, tout simplement c'est facile. Donc on va trouver deux solutions, c'est-à-dire ça
S point égale à 0, bien ça égale à 0. Donc c'est ça ce qui nous intéresse. Donc ça c'est une équation différentielle vérifiée par S, c'est-à-dire que la variable c'est S. Et on tire que G sur 4B, ça c'est la pulsation. Donc si on connaît la pulsation, on peut calculer la période. Donc puisque ça, oméga 0 est égal à ce terme-là, donc et la période t égale à 2 pi sur oméga 0, donc on peut trouver le θ 0. Donc c'est un QCM, donc de la physique 1 portant sur la mécanique. Donc un point matériel se déplaçant dans le plan X ou Y est repéré par X égale à 2T et Y est égal à T au carré. Donc le rayon de courbure de sa trajectoire est. Donc on veut le RC, c'est-à-dire le rayon de courbure. Donc quelle est la valeur qui est juste? Donc on a OM, donc il y a un abscisse X de t égale à 2t et un ordonnée y de t égale à t au carré. Donc la dérivée, c'est-à-dire la vitesse, c'est 2 et 2t. L'accélération, c'est 0 et 2. Donc puisqu'on parle de rayon de courbure RC, donc il s'agit d'un arc. C'est-à-dire qu'on a un arc ici. Si on dit un arc, c'est-à-dire qu'on a le repère de Freinet. Donc, puisqu'on parle d'un arc, donc on a le repère de Freinet. C'est le repère mobile. Donc, la vitesse, elle est toujours portée par la tangente. Et l'accélération, elle a deux composantes. L'une tangentielle et l'autre, elle est normale. Donc, dans la normale, il y a le rayon de courbure. Donc, on a cette expression-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire ce qu'on appelle le produit extérieur de Vm avec gamma. C'est-à-dire Vm de t, produit extérieur gamma m de t. Donc, tout simplement, V de t, on va l'introduire ici. Donc, c'est V de t, t, produit extérieur dvt sur dt, t, plus vt, t, produit extérieur v au carré t sur rcn. Donc, concernant le produit extérieur, donc ça, t avec t, produit extérieur, c'est 0. Et le produit extérieur t avec n, ça donne un autre vecteur qui forme avec les deux, elle forme la base TNU par exemple. TNU, c'est-à-dire TN et U, elles forment un référentiel. Donc le passage de T vers N dans U.
Donc, c'est-à-dire que ça, c'est VT fois V au carré, c'est V3 sur RCU. Donc, ça, c'est le produit extérieur. Maintenant, on va passer à la norme. C'est-à-dire, on va mettre la norme de ce terme-là est égale à la norme de ce terme-là. Donc, la norme ici, donc la norme est égale à la norme ici. Donc, la norme d'un vecteur unitaire, c'est toujours est égal à 1. C'est-à-dire que le rayon de courbure est égal à V3 sur la norme ici. Donc, pour calculer cette norme ici, il faut se référer à ce qu'on appelle le déterminant. Donc, on sait que V de t, il a le composant 2 et de t, et gamma 0 et 2. Donc, le produit extérieur, donc on va mettre le I, J, I, K, ou bien le U, V, U. C'est la même chose, ce sont des vecteurs, c'est tout. Donc, on va mettre ici le composant de V, selon le premier, le deuxième, le troisième, et le composant de gamma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va prendre le I, ça, on va mettre comme ça. Donc, I, on va barrer cette partie-là, il reste ce matrice-là. Moins, donc on barre ça avec ça, il reste ce matrice-là. Puis, plus, donc on barre ça avec ça, il reste ce matrice-là. Donc, maintenant, on va faire le produit. Donc, ça fois ça, moins ça fois ça. Moins ça, donc c'est tout simplement, on peut trouver qu'il est égal à, c'est le dernier qui va nous donner 4K. Donc ça est égal à 4 avec K. C'est-à-dire ici, c'est I, ou bien vous mettez le U, le V et le U, n'importe. Ça, ce sont des vecteurs. C'est tout simplement, ce qui nous intéresse, c'est la norme. Donc la norme, tout simplement, donc la norme de K, c'est 1. Donc il reste tout simplement 4. Donc la norme ici est égale à 4. C'est ça ce qui nous intéresse. Donc, une fois on trouve la norme, donc V au carré, on sait le donc V3, on sait les calculer. Donc, on a V au carré d'abord, puisqu'on a les coordonnées de V. Donc, c'est 2 au carré plus 2T au carré. Donc, on va trouver c'est 4 plus 4T au carré, c'est-à-dire 4 facteurs de 1 plus T au carré. Puis, le V3, c'est V au carré qui multiplie un V. Donc, le V est égal à la racine de ce terme-là, c'est-à-dire ces deux racines. Donc, c'est 2 fois ça. Donc V3, c'est V au carré, ce terme-là, qui multiplie ce terme-là. Donc 4 fois 2, c'est 8, et ça, c'est 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc d'où RC est égal à 8, 1 plus T au carré 3 demi sur 4. Donc on simplifie par 4, il reste ce terme-là. Donc le rayon de courbure, il est égal à cette expression-là, qui figure parmi les solutions ici. Donc, ouais, c'est ça. Donc un disque D de centre C et de rayon R se met en mouvement dans le plan X ou Y. Elle est parfaitement attachée par un ressort de raideur K et de masse négligeable. Donc le moment d'inertie de D par rapport à son axe est J est égal à 1 demi MR au carré. Donc on suppose que le contact au point I ici s'effectue avec un frottement et sans glissement.
Donc l'équation différentielle qui satisfait l'abscisse du centre I parmi les solutions proposées ici. Donc, on a, donc, ça c'est un cerceau. Donc, les forces appliquées à ce cercle, ou bien c'est un cerceau. Donc, il y a ici une résistance, il y a la force de rappel, et il y a le poids. Donc, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement de translation et un mouvement de rotation. La translation, c'est-à-dire l'immobile. Et la rotation, il tourne. Donc, selon la translation, c'est-à-dire le mouvement selon OX. Donc, on a le principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire P plus F plus R égale à MHG. Donc, P, le coordonnées de P, c'est 0 selon X et moins mg selon y. Donc le f, donc, il a moins kx et 0. Le r, il a deux composantes. Il a le t et il a le n. Donc il a le n. C'est le n qui est porté par x et le t il est porté par y. Donc on va projeter cette équation-là selon x, c'est-à-dire la première composante. Donc on a 0 moins f plus n est égal à mx seconde. C'est-à-dire moins kx plus n est égal à mx seconde. Ici, il ne faut pas confondre. Même si j'écris ici moins, c'est pas ça. C'est tout simplement, c'est une force toujours de rappel. Donc le f, c'est toujours égal à moins k, puisqu'il s'oppose au mouvement. Puisque le mouvement, il s'oppose au mouvement. C'est-à-dire moins kx plus le n est égal à mx seconde. Donc on va chasser le n. Donc le n est égal à ce terme-là. Donc ça, je l'appelle l'équation G. Donc ça, elle est déduite par translation. Maintenant, on va essayer de trouver une autre relation qui gère la rotation. Donc, concernant la rotation, on a toujours le principe fondamental de la dynamique, mais en rotation autour de delta, c'est-à-dire on va travailler avec les moments. Donc, le moment de P, le moment de R, le moment de F est égal à G delta, θ seconde. Et il y a une relation entre le X, c'est-à-dire le déplacement, avec la rotation. Donc, X, elle se déplace lorsque θ tourne, X, elle se déplace de Rθ. Donc, on a θ seconde est égal à X seconde sur R. Et on a G delta est égal à 1 demi MV, et on a G delta est égal à 1 demi MR au carré. Donc, ça, c'est les données ici. Donc, le moment de P est égal à 0, car son ligne d'action, elle passe par delta. Encore le F, le moment de F est égal à 0, car les lignes d'action, elles passent par delta. Et ça, il a deux composantes. Donc, ce qui rote, ce qui fait la rotation, c'est le N. Donc, ça, c'est moins NR. Donc, moins NR est égal à G delta, θ seconde. Donc, on a moins NR est égal à G delta. Donc, on a remplacé ici X seconde sur R et on a remplacé G delta par son expression, c'est-à-dire celle-là. Donc, on en déduit N est égal à cette expression-là. Donc, maintenant, on a deux valeurs de N. On a ça et ça. Donc, ça, c'est H et ça, c'est G. Donc, on va égaliser les deux termes. Donc, ce terme-là, elle est égal à ce terme-là. Donc, c'est-à-dire que ça est égal à ça. Donc, on va regrouper les termes. On va trouver qu'il est égal à 3e sur 2 x seconde plus kx. Donc, c'est-à-dire on va diviser par 3e sur 2. Donc, c'est égal à cette expression-là.
Donc, concernant la rotation, il faut toujours désigner la rotation pour que vous puissiez trouver le moment. Pourquoi je mets ici moins NR? Parce qu'il est de sens contraire au mouvement. Il faut toujours essayer de désigner le sens de rotation. Il faut désigner le sens de rotation avant de passer au calcul des moments. Un point matériel, grand M de masse petit m, est lâché sans vitesse initiale d'une hauteur h. On suppose que les frottements sont négligeables. Le champ de pesanteur se mit sous la forme suivante. G de Z est égal à G0 R au carré sur R plus Z au carré. R, c'est le rayon de la Terre et Z, l'altitude du point M. La durée suffisante pour que grand M arrive au sol parmi les 4 propositions. Ici, ils ont commis une erreur. Ça, c'est pas Z. Ça, c'est pas Z. Ça, c'est un H. Ça, c'est Z. Parce que lorsqu'on met l'intégrale, c'est-à-dire que on n'a pas encore, comment dirais-je, calculé la variable. Mais on ne peut pas dire que T est égal à un variable. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est un H. C'est pas un Z. Ici, oui. Puisqu'on va intégrer entre les bornes 0 et H. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est pas Z, c'est un H. Donc, on a un corps qui se trouve ici. On va la lâcher à partir du point A sans vitesse initiale. Elle va tomber sur le sol. Donc, on veut le temps qui est mis pour atteindre le sol, ici. Donc, à cette altitude-là, G de Z égale à G0, R sur R plus Z au carré, au Z, selon Z, qui est dirigé vers le bas. Donc, par l'application du principe fondamental de la dynamique au point matériel, lâché à partir de l'altitude H, donc on a P est égal à mgz est égal à mag. Ça, c'est l'accélération. Donc, par simplification de m, on va trouver que cette expression-là. Donc, on va enlever le vecteur puisque c'est le même sens. C'est-à-dire que selon OZ, on a donc cette expression-là. Donc, G de Z est égal à cette expression-là. Donc, A de G, ce n'est rien d'autre que Z seconde, après simplification par M. Donc Z seconde est égal à ce terme-là. C'est-à-dire que Z seconde, donc on va mettre R en facteur ici, puis on simplifie. Donc on va trouver que Z seconde, elle est égale à cette expression-là, c'est-à-dire est égale à cette expression-là, est égale à cette expression-là. Donc est égale à cette expression-là. C'est la même chose. Donc maintenant, on se trouve dans deux états différents ici. Si on dit que on néglige le Z devant R, si on néglige le Z devant R, ça c'est autre chose. Si on dit que on néglige le Z devant R, donc ça nous donne autre chose. C'est-à-dire, si on néglige le Z devant R, on va trouver cette expression-là. Et ça, c'est pas mentionné ici dans l'énoncé. Rien ne veut dire que Z est négligeable devant R. Parce que le R, il est fixe. Le R, c'est le rayon de la Terre, il est fixe. Mais Z, on peut le deviner, c'est-à-dire on peut avoir un Z plus grand que R. Rien ne veut dire que
Et le Z, il se trouve dans un intervalle inférieur au rayon. Rien, parce que le R, c'est autre chose. Donc le R, c'est le rayon de la Terre. Et le Z, elle est dans l'espace. Elle peut avoir n'importe quelle valeur. C'est-à-dire, on ne peut pas négliger le Z devant R. Lorsqu'on dit ça, tout simplement lorsqu'on veut mentionner ça dans l'énoncé pour faciliter la tâche. Mais, c'est-à-dire prendre comme ça le Z négligeable devant R, ça n'a pas de sens physique. C'est-à-dire, cette valeur, ça c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, comment procède-t-on pour trouver la solution? Donc ici, lorsque le point matériel arrive au sol, lorsqu'il arrive au sol, c'est-à-dire que Z égale à H, donc il a parcouru le H. Donc on va remplacer le Z ici avec H. Donc on aura donc Z seconde de T est égal à G0 facteur de 1 plus H sur R moins 2. Ça, c'est un terme maintenant, il est constant. Donc ça, c'est variable. Donc maintenant, on va faire deux intégrations. Donc la première intégration, ça nous donne ce terme-là, fois T plus C. Et puisqu'il est lâché sans vitesse initiale, c'est-à-dire qu'à l'instant T égale à 0, C égale à 0, c'est-à-dire que C égale à 0. Donc on aura donc cette expression-là, puis on intègre une deuxième fois. Donc on aura cette expression-là. Donc Z à T égale à 0, elle est égale à 0. Donc C' égale à 0. Donc on trouve cette expression-là. Donc, lorsque le point M arrive au sol, c'est-à-dire que Z, elle est égale à H. Donc on va le remplacer ici. On va trouver que le T au carré est égal à ce terme-là divisé par ce terme-là. Donc avec la racine carrée, on va trouver qui est égal à cette expression-là. Donc le temps mis pour qu'il arrive au sol, c'est cette expression-là. Donc ici, vous voyez que j'ai remplacé Z par H. Tout simplement pour faciliter la tâche. Mais parce que rien, c'est-à-dire tout simplement pour rester dans un niveau un peu minimum. Pour que les gens puissent comprendre. Mais normalement, le Z, elle varie avec le temps. Le Z, elle varie avec le temps. Tout simplement, ici, j'ai pris lorsque, c'est-à-dire que ça, puisqu'elle porte un dérivé, c'est-à-dire qu'elle est dérivable par rapport au temps. Et ça, c'est puisqu'elle est unique, donc je l'ai pris que comme elle est indépendante du temps. C'est pour cela que j'ai remplacé par H. Mais normalement, ça pour le calcul, c'est très difficile pour trouver cette intégrale-là, c'est-à-dire intégrer, c'est-à-dire normalement, on devait avoir Z seconde sur 1 plus Z R au carré égal à G0. Puis essayer de trouver ça, c'est difficile pour l'exploiter. Donc pour faciliter la tâche, j'ai pris, comme le Z ici, c'est comme une constante. Ici, c'est variable. Je le sais puisqu'il est varié avec le temps, ce sont des dérivés. C'est pour cela que j'ai trouvé tout simplement la valeur qui est compatible avec les données. C'est-à-dire qu'il a un sens. Mais dire que ça, c'est négligeable, ça n'a pas d'importance. On néglige quelque chose comme ça, c'est pas faisable. On ne néglige rien. S'il n'est pas donné dans l'énoncé, tu ne peux pas inventer des choses comme ça.
La figure 4, ici, représente l'association de trois ressorts de raideur K1, K2 et K3. M, un point matériel de masse petit m. La raideur du ressort équivalent A, donc c'est-à-dire l'assemblage de ces trois raideurs. Donc ça, c'est tout simplement ça, il faut le voir de cette manière-là. Donc ici, c'est pas difficile. Si vous voyez des raideurs qui sont connectées en série, ça c'est comme elles sont en parallèle. C'est-à-dire il faut faire le calcul comme si vous calculez ce qu'on appelle la résistance équivalence de deux résistances en parallèle. Puis, il faut additionner à ce terme-là. C'est-à-dire que on a les deux ressorts ici. Donc, on va mettre 1 sur KE. 1 sur KE, c'est 1 sur K1 plus 1 sur K2. Donc, le produit des c'est-à-dire qu'il faut mettre au même dénominateur. On aura le KE. Donc, ça, c'est l'assemblage de R1 avec R2. Donc, l'assemblage des trois qui sont en parallèle, c'est tout simplement, on va prendre le KE plus le K3. Donc, c'est-à-dire que elle est égale à, ça pousse ici, c'est le M. Donc, c'est le M ici qui est passé. Ici, ce ne sont pas, ici, ils sont liés. Ça, ils sont liés par un M. C'est-à-dire que le M, c'est-à-dire que le mouvement des deux ressorts s'arrête ici. Puis, le mouvement de l'autre ressort, il commence à partir d'ici. C'est pour cela donc que K équivalent est égal à KE plus K3. C'est-à-dire est égal à ce terme-là plus ce terme-là, donc est égal à cette expression-là. Un neutron de masse petit m est animé d'une vitesse V0. Elle possède une énergie cinétique EC0, entre en cohésion. Donc elle va entrer en cohésion, c'est-à-dire avec un choc frontal, choc direct, avec un noyau, mais qui est au repos, de masse alpha m. Donc alpha, c'est un coefficient. Le choc est supposé parfaitement élastique, c'est-à-dire qu'il y a conservation de l'énergie cinétique et de la quantité de mouvement. En supposant qu'un neutron subit plusieurs chocs successifs dans les mêmes conditions. Au bout de n chocs, l'énergie cinétique d'un neutron est. Donc ça, c'est faux. Ici, ça c'est faux. Ça ce sont des alphas, ça n'a rien à voir avec un cas. Ça, ce sont des alphas. Ça c'est un alpha, ça c'est un alpha, ça c'est alpha, ça c'est alpha. Puisque le monsieur qui a posé l'exercice, tout simplement, il a pris je sais pas, de n'importe quel exercice, de n'importe quel livre. Donc, les autres, ils ont mis le cas. Lui, il a pris le même cas, alors qu'il a changé en alpha. Normalement, il y a toujours on écrit avec K. Lui, il a mis en alpha, mais il a oublié. Il a pris la solution de K, où il figure le cas. Donc, on a le choc entre un neutron en mouvement avec un noyau au repos. Donc, voici le noyau et le au repos, c'est-à-dire sa vitesse il est nulle. Voici le neutron, donc elle possède une vitesse V1. Donc, ça avant le choc. Après le choc, lorsqu'elle va heurter le noyau ici, elle va rebrousser chemin, c'est-à-dire qu'elle va changer la direction. Et ça, elle va partir dans la même direction, parce que c'est ça qui est le plus lourd. Donc, lui, il va fronter le noyau, puis elle va retourner en arrière. Et c'est ça, et le noyau, elle va tout simplement se déplacer vers la droite. Donc, puisque le choc, elle est élastique, ou bien c'est un choc où il y a conservation de la quantité de mouvement, c'est ça ce qu'on appelle la quantité de mouvement, c'est la masse qui multiplie la vitesse, et la conservation de l'énergie cinétique. Donc, on va écrire
les deux relations, donc avant le choc et après le choc. Donc, avant le choc, c'est-à-dire que M fois V1, ça c'est la masse de neutrons, et la masse de noyau, c'est alpha M fois V2. Mais tout simplement, j'ai écrit V2, mais V2 égale à 0, puisqu'il n'a pas de vitesse. Donc, puisque le noyau, elle est au repos. Donc, on a M V1 plus alpha M V2 est égal à M V3, c'est-à-dire après choc, c'est M V3 plus alpha M V4. La conservation de l'énergie cinétique avant et après, on a 1 demi M V1 au carré, plus 1 demi alpha M V2 au carré, est égal à 1 demi M V3 au carré, plus 1 demi alpha M V4 au carré. Donc ça égale à 0. Donc maintenant, on va essayer tout simplement de raisonner par un choc. Il y a un choc. Ça, c'est le premier choc. Puisqu'ici, il parle de N choc. Donc, tout simplement, ça, c'est pour un choc. Donc, un choc d'un neutron avec un noyau immobile. Donc, ça égale à 0 puisque le noyau, elle est au repos. Donc, ça égale à 0. Donc, on a cette équation-là. La première. Donc, après simplification par N. Et la seconde, c'est toujours V2 égale à 0. Donc, on a cette expression-là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, donc, on a cette expression-là et cette expression-là. Donc, on va projeter cette expression-là sur l'axe OX. Donc, on aura V1, V3, puisqu'on sens inverse, égal à alpha V4. Et ça, il reste constant. Donc, maintenant, on va regrouper V1 avec V3. Et on va mettre V1 au carré moins V3 au carré égale à alpha V4 au carré. Donc, ça, c'est ça. Et ça, c'est une identité remarquable. Donc, on va remplacer V1. Donc, on va tout simplement faire le rapport de 2. On va diviser le 2 par le 1. Donc, le V1 plus V3 se simplifie. Il reste V1 moins V3 est égal à alpha V4 au carré sur alpha V4 est égal à V4. Donc, on a ainsi un système. On a V1 plus V3 est égal à alpha V4 et on a V1 moins V3 est égal à V4. Donc on peut déduire le V1 et le V3. Donc ça plus ça et ça moins ça. Donc on a V1, on a V3. Donc on divise le 4 sur 3, on trouve cette expression-là. Donc c'est-à-dire que V3 est égal à alpha moins 1 sur alpha plus 1 V1. Donc, on va mettre, donc, c'est-à-dire 1 demi de ce terme-là est égal à 1 demi de ce terme-là. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique pour le premier choc. Et ça c'est EC0. Et ça, tout simplement, puisque alpha moins 1 au carré, c'est 1 moins alpha au carré. Tout simplement pour trouver le terme ici. Pour avoir 1 moins alpha. Donc, ça, c'est le premier choc. Donc, l'énergie cinétique pour le premier choc est égale à cette expression-là. Donc, pour un deuxième choc, c'est-à-dire que tout simplement, on aura donc EC2 est égal à ce terme-là qui multiplie OC1. Et OC1 est égal à ce terme-là. Donc, c'est-à-dire, on va avoir ça au carré qui multiplie ça au carré, c'est-à-dire est égal à la puissance 4. Donc, la puissance 4, c'est comme 2 fois 2. Donc, avec une succession, donc si on passe, parce qu'ici on est 2, ici on a 2 fois 2. Donc, si on a 3, on aura 6 ici, 2 fois 3. C'est-à-dire que pour n choc, on aura ECN est égal à 1 moins alpha sur 1 plus alpha, 2n, EC0. C'est comme la récurrence.
Donc en mars 1979, la sonde Voyager I s'approche de Jupiter. À une altitude Z, mesure le champ de gravitation G créé par cette planète. C'est-à-dire on a G1 à l'altitude Z1 et G2 à l'altitude Z2. Donc le rayon de Jupiter est. Donc voici la sonde de masse S. Voici Jupiter, par exemple, à la position R1, à la position R2. Avec R1, c'est tout simplement, c'est le R de Jupiter plus cette distance-là, Z1. La distance Z1, c'est la distance à partir de la partie superficielle de la sonde vers le centre de Jupiter. Donc, on a la force ici d'attraction. Donc, pour le F1 est égal à G, la masse de Jupiter pour la masse de la sonde sur R1 au carré, qui est égal à la masse de S fois G de G, c'est-à-dire G de Z1. Et F2, c'est la même chose. Donc, simplement, on change le R1 avec R2 et le Z1 avec Z2. Z1, c'est G1. Et R1, c'est RJ plus Z1. De la même chose pour R2. Donc, ici, on va simplifier par MS. Puis, on divise ce terme-là par ce terme-là. Donc, on a ça, puisque R1, c'est au carré, c'est ce terme-là. Donc, on va diviser le A sur B. Donc, en divisant A sur B, donc on va prendre ça, on va multiplier par l'inverse. Donc, ça nous donne ce terme-là. Donc, ça est égal à racine. Donc, on a cette expression est égale à ça. Donc, tout simplement, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On trouve le RJ. Donc, on trouve que ça est égal à ce terme-là. On regroupe, c'est-à-dire qu'on va trouver RJ. Donc, RJ est égal à cette expression-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, c'est-à-dire on va changer le signe, c'est-à-dire que Z2 moins ce terme-là est égal à la racine de G1 sur G2 moins 1. Puis, on va retrancher moins 1 moins Z1 et on va ajouter Z1. Donc, ça nous donne Z2 moins Z1 sur ce terme-là. Ça, on va mettre Z1 en facteur. C'est moins Z1 facteur. Donc, ça, on l'a divisé par ça. Elle reste moins Z1. Donc, on va trouver que RJ, le rayon de Jupiter, est égal à cette expression-là. C'est-à-dire, c'est celle-là. La physique de l'électricité. On considère le montage électrique représenté sur la figure ci-dessous. Elle comporte un générateur de tension E, deux condensateurs C1, C2, qui sont les mêmes, et deux résistances ohmiques qui sont les mêmes, et trois interrupteurs K1, K2 et K3. Donc, dans tous les parties, on note T égale à 0, le temps où les interrupteurs basculent vers leur position respective. Donc, IC1, c'est le courant dans le condensateur C1. Q1 de T, c'est la charge dans le condensateur C1. Et Q2, c'est la charge dans le condensateur C2.
Donc la partie A, on considère que K1, K2 et K3 sont en position 1, c'est-à-dire ici. Donc à l'instant t égale à 0, le condensateur C1 possède la charge Q0 et le condensateur C2 il est déchargé. Donc déterminer l'équation différentielle à laquelle obéit Q1 de T en fonction de Q0 RSC. On déduire la loi d'évolution de SC1 et calculer l'intensité du courant SC1 en régime permanent et déterminer l'expression de W, l'énergie calorifique dissipée dans le circuit en fonction de Q0 et C. Donc voici K1, K2 et K3 en position 1. Donc on a C1, elle porte une charge Q0 et C2, elle est déchargée. À l'instant T égale à 0. Donc on a Q1 de T est égal à C1, UC1 de T. Donc IC1, c'est la dérivée de la charge par rapport à dt. Et UR1 de T est égal à R1 et C1 de T. Et UC1 de T plus UR1 de T égale à 0. Donc ça, ce sont des expressions déduites de ce schéma-là, puisqu'on voit ici que le UC1 et le UR1 égale à 0. Donc UC1, puisque le courant, elle va passer de cette façon-là. Donc Q1 de T, elle est égale à C1 UC1 de T. Et UC1 de T, elle est égale à moins UR1 de T. C'est-à-dire moins R1 et C1 de T. Qui est égal à moins R dQ1 sur dt. Donc Q1 de T est égal à moins R1 C1 dQ1 de T. Avec R1 est égal à R2 est égal à R. Donc ça, tout simplement, il va nous donner dQ1 de T sur dt plus 1 sur RC1 Q1 de T égale à 0. Donc ça, c'est tout simplement, on regroupe cette équation-là. Donc on va voir cette expression-là. Donc ça, c'est l'équation qui gère la variation de la charge Q1 en fonction du temps. Donc ça, c'est l'équation différentielle. Donc pour trouver l'expression du Q1, tout simplement, on sait que ça, c'est une équation différentielle qui a pour solution cette expression-là. Donc à l'instant t égale à 0, on a Q1 de T0 égale à Q0. Donc on aura tout simplement, donc on va remplacer K par Q0, donc on a la solution ici. Donc voici la charge en fonction de Q0. On déduit la loi d'évolution de IC1. Donc, lorsqu'on connaît Q1, donc la dérivée, ça nous donne SC1. Donc SC1, c'est la dérivée de cette expression-là. Donc elle nous donne cette expression-là. À calculer l'intensité du courant SC1 en régime permanent. Maintenant, on passe au régime permanent. Donc pour le régime permanent, c'est-à-dire lorsque T tend vers l'infini. Donc lorsque T tend vers l'infini, ce terme-là tend vers 0. Donc il reste SC1 de T égale à l'infini, égale à 0 ampère.
Déterminer l'expression du W, l'énergie calorifique dissipée dans le circuit en fonction de Q0 et C. Donc c'est une énergie calorifique dissipée dans le circuit. Donc, on a W est égal à 1 demi C1 UC1 max, puisqu'on connaît tout simplement les UC1 et parce qu'on raisonne avec le condensateur C1. C'est pour ça qu'on a travaillé avec ici 1, avec Q1 et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris max. Donc c'est maximal. Donc on a UC1 max, c'est Q1 max sur C1. Et Q1 max, c'est Q0. Donc c'est-à-dire que tout simplement on va remplacer ici. Donc on aura donc, puisque l'énergie est égale à 1 demi C1 fois UC max. UC max, c'est cette expression, donc c'est Q1 max qui est égal à Q0 sur C1. Donc tout simplement, on va trouver qu'elle est égale à 1 demi Q0 au carré sur C1. Donc ça, puisque C1 est égal à C, donc on aura donc W est égal à Q0 au carré sur 2C. Donc la partie B, K1 en position 1 et K2 et K3 en position 2. Donc à l'instant t égale à 0, le condensateur C1 possède la charge Q0 et le condensateur C2, elle reste toujours déchargée. Donc on posera ça, ce sont tout simplement des termes, c'est-à-dire que 2 alpha est égal à ce terme-là et que bêta au carré est égal à ce terme-là. Donc on déduire la loi d'évolution de Q2 en fonction de alpha, bêta, Q0 et le produit RC. Donc on n'a K1 en position 1, K2 et K3 en position 2. Donc le courant il va passer de cette façon-là. Donc IC1, donc SC1, c'est-à-dire ça, est égal à ça plus ça. Dans le nœud N, UC2, c'est UR2. UC2, c'est UR2. Cette maille, dans cette maille-là. Donc, SC1, c'est E'C1 plus E seconde de C1. Donc ça, c'est Q2 sur C2. Est égal à R2 et E'C1 de T. C'est-à-dire que, puisque C2, c'est C, donc Q2 sur C est égal à R. R2, c'est R. I' de C1 de T. Donc, IC1, c'est I'C1, et ça, c'est dQ2 sur dt. Donc, Q2. Donc, on sait que Q2 sur C est égal à R et prime de C1 de T. Donc, c'est-à-dire que I' de C1 est égal à Q2 sur RC. Donc, on va remplacer ici. Donc, on aura donc IC1 est égal à Q2 sur RC plus dQ2 sur dt.
Donc est égal à ça, on vient de calculer, donc est égal à moins Q0 sur RC, l'exponentielle de moins T sur RC. Donc ça, on a déjà calculé. Donc résolution de l'équation sans second membre. Donc il faut résoudre cette équation-là sans second membre. Donc sans second membre, c'est-à-dire qu'on calcule ça sans ce terme-là. Donc ça, c'est une équation de premier ordre. Donc la solution, ça s'écrit est égal à K, l'exponentielle de moins T sur RC. Donc ça, c'est, je le mets ici 0, c'est-à-dire l'équation sans second membre. C'est-à-dire que ce terme-là est égal à 0. Maintenant, on va varier la constante ici. C'est-à-dire ça, c'est une constante, mais elle est variable. C'est-à-dire qu'on va la dériver, puis on va la remplacer ici. On va la remplacer ici. Donc en faisant varier la constante, c'est-à-dire on va la dériver. C'est ça, Q2. Donc on dérive, puis on la remplace ici. Donc la dérivée plus la valeur, on va la remplacer ici. On remplace ici. Puisqu'on a calculé tout simplement ça sans second membre. Maintenant, il faut qu'on trouve la solution avec second membre. Donc ceci nous donne cette équation-là. Donc après simplification, on va trouver ce terme-là. Donc ça est égal à ce terme-là. Avec notre constante, c'est-à-dire K est égal à notre constante. Donc on la remplace maintenant, on a la solution générale, c'est la solution particulière sans second membre avec la solution second membre. Donc on a cette solution-là. Simplement ici, c'est donc simplement pour trouver le K' ici. C'est à l'instant t égal à 0, K de t égal à 0 est égal à 0, c'est-à-dire que K', puisque le K', puisque le C2 elle est déchargé. Donc on va trouver que K' égale à 0. Donc on va remplacer donc ici, donc voici l'équation de la charge. Donc on va regrouper les termes, donc ça, c'est une autre constante, K plus K', c'est une constante K seconde. Donc on va trouver Q2 de t est égal à cette expression-là. Donc ça c'est Q2 de t. Donc il faut trouver là avec la valeur alpha, bêta, Q0, RC, ainsi de suite. Donc tout simplement ici, il faut tout simplement trouver. C'est-à-dire on a deux alpha, on a... Moi j'ai trouvé cette expression-là. Donc vous pouvez trouver une relation, c'est-à-dire vous essayez d'utiliser cet arbre-là ici. Donc moi j'ai trouvé cette expression-là. Donc l'autre, elle peut par exemple remplacer ça, elle remplace ça par alpha, ça par bêta, puisqu'ils n'ont pas donné de solution, donc c'est-à-dire que on peut laisser le RC n'importe quoi, c'est-à-dire que vous vous débrouillez, donc chacun va trouver une solution compatible avec ce qu'il a déjà pris pour faire la substitution, c'est-à-dire pour remplacer les termes. Mais concernant le raisonnement, c'est-à-dire il faut que raisonner à partir de K1, il est en position 1, K2 et K3 en position 2, et essayer de trouver des relations pour faire sortir le Q2. Ici, le 0, c'est pas Q2 à l'instant t 0. Là. Non, ça c'est-à-dire ça c'est la solution homogène, c'est-à-dire sans second membre. Ça, c'est ce qu'on appelle la solution homogène. Donc la partie C, K1, K3 sont en position 2 et K2 en position 3. À l'instant T égale à 0, les deux condensateurs sont déchargés. Donc calculer l'intensité du courant I débité par le générateur en régime permanent.
Donc maintenant, lorsqu'on dit le régime permanent et on cherche l'intensité principale, en régime permanent, le condensateur est devenu des interrupteurs qui sont ouverts, c'est-à-dire comme s'ils n'existent pas. S'ils sont des bobines, on les remplace par un fil. Pour le condensateur en régime permanent, c'est comme il n'existe pas. C'est-à-dire que cette partie-là, elle est enlevée. Donc il reste tout simplement le courant qui va passer comme ça. Donc à partir de E, il va passer comme ça, il va tourner. Donc on a E est égal à R1 avec R2 fois I à l'infini. Donc puisqu'on parle de régime permanent, c'est-à-dire 2R, I à l'infini. Donc c'est-à-dire I à l'infini qu'on cherche, c'est E sur 2R. Déterminer l'équation différentielle à laquelle obéit Q1 de T en fonction de E, R et C. On déduire l'évolution de Q1 de T. Donc on a C1 égale à C2 égale à C, et R1 est égal à R2 est égal à R. Et toujours avec les positions comme ça. Donc on a ça, c'est le E, ça, c'est deux résistances. Donc ça, c'est simplement, ils sont en série. On a les résistances, elles sont en série, et on a les condensateurs en parallèle, c'est-à-dire que le R équivalent et le CI équivalent. Donc le E moins R équivalent I de T est égal à UC de T, qui est égal à Q'1 de T sur C équivalent. Avec Q'1 de T, c'est Q1 de T plus Q2 de T. Puisqu'ils sont en parallèle, c'est-à-dire que Q1 elle est égale à Q2. C'est-à-dire que Q'1 est égal à 2Q1 ou bien est égal à 2Q2. Donc, le E moins 2R dQ', puisque le I de T, c'est dQ'1 de T sur dt, est égal à Q'1 de T sur 2C. Donc, on remplace ici Q'1, c'est 2Q1 ou bien 2Q2. Nous, on travaille avec Q1. On va remplacer ici Q' par 2Q1. Donc, après simplification, on va trouver cette expression-là. C'est-à-dire que l'équation du dérivé, c'est cette expression-là. Maintenant, on veut l'évolution, c'est-à-dire quoi est égal Q1 de T. Donc, pour résoudre cette équation-là, on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va poser 7 égale à grand Q. Donc, on dérive, puis on remplace ici. Donc, la dérivée de ce terme-là est égale à la dérivée de ce terme-là. Donc, on peut trouver dQ1 de T. Donc, on va trouver dQ1 de T en fonction de D grand Q de T. Donc, on va remplacer ce terme-là ici, on va remplacer ce terme-là par Q. Donc on aura cette équation-là. Donc ça c'est connu, c'est-à-dire que la solution, elle est de cette forme-là. Donc si on connaît Q de T, tout simplement on va le remplacer ici. C'est-à-dire on va remplacer par ça, pour trouver le Q1 de T. Donc on va trouver que Q1 de T est égal à cette expression-là. À l'instant T égale à 0, Q1 de T égale à 0, car le C1 il est déchargé. Donc le K est égal à E sur 4R. On va trouver ici, donc ça veut dire que Q1 de T est égal à CE, facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur 4 RC.
Donc l'exercice 2, on considère le montage électrique représenté sur la figure ci-dessous. Le condensateur est déchargé à l'instant t égale à 0 et on ferme l'interrupteur K. La résistance du générateur de tension est négligeable. Déterminer l'équation différentielle en I2. Donc ça c'est très difficile ça, puisque ça on parle de l'impédance ici. Ça c'est un programme. Je ne sais pas pourquoi ils ont posé des exercices comme ça. Donc, on désigne par U la tension. Donc, on a, ça sont parallèles. Donc, cette tension est égale à cette tension est égale à cette tension-là. Donc, on a I, donc la loi du nœud, donc le I, elle est égale à I1 plus I2. Et on a le E, elle est égale à UC plus le I. UC plus le I. Et le U est égal à R I2. Donc, et on a ici la tension au bord de la résistance avec la bobine, c'est L DI1 sur DT plus RI1 est égal à U, qui est égal à RI2. Donc, donc puisque I1 est égal à I moins I2, donc on va le remplacer ici. On va trouver cette expression-là. On a le E est égal à cette expression-là. Donc, on va la dériver. Donc, la dérivée de E, c'est 0. Donc, la dérivée de ça est égale à ça. Et puisque I est égal à 7 du UC, car I est égal à dQ sur dt, et Q est égal à C du UC sur dt. Donc, on va le remplacer. Donc, ce terme-là, il est égal à I sur C. Donc lorsqu'on va multiplier C par C, puis on va le remplacer ici. Donc, on aura donc ce terme-là égal à 0, c'est-à-dire que I plus RC sur D2 sur dt égale à 0. Donc, on aura donc I est égal à moins ce terme-là. Et que lorsqu'on va dériver DI sur DT est égal à D au carré de I2. Parce qu'on a besoin pour le remplacer dans cette équation-là. Donc, d'où cette équation-là, voici ce terme-là, voici ce terme, voici le terme, voici le terme, voici le terme. Donc, on va remplacer le I par cette expression-là et le DI sur DT par cette expression-là. Donc, on aura cette expression-là. Après regroupement des termes, on va trouver qu'elle est égale à cette expression-là. C'est-à-dire que, tout simplement, donc, on va trouver cette équation-là. Donc, la loi d'évolution du courant I2 dans la résistance R. Donc, la pulsation au carré, c'est le terme qui est multiplié par I2. Donc, la pulsation de ce système, c'est 2 sur LC. Donc, est égal à ce terme-là. Donc, on a un terme 2 alpha oméga carré. C'est ce qu'on appelle 2 alpha oméga carré 0 au carré. On va le trouver ici. Ça, ce sont les équations d'amortissement. Donc, on a 2 alpha oméga 0. Elle est égale à ce terme-là. C'est le coefficient de couplage. Donc, est égal à ce terme-là. C'est-à-dire, on déduire le alpha. Donc, après calcul, donc on a oméga 0. On a le alpha. Donc, la solution de cette équation-là, elle est de cette forme-là.
I2 est égal à une constante A, l'exponentielle de moins alpha oméga 0 fois sinus de oméga 0 t. C'est ça la solution de cette équation-là. Avec le A, c'est une constante, et le oméga 0 donc, est égal à ce terme-là, et le alpha est égal à ce terme-là, après calcul ou bien après réarrangement des termes. Donc le courant minimal, I2 minimal. Donc on connaît l'expression de I2. Donc tout simplement on va passer à la valeur absolue. Donc la valeur absolue de ce terme-là, c'est la valeur absolue de ce terme-là qui multiplie la valeur absolue de ce terme-là. Donc la valeur minimale de sinus, c'est moins 1. Et pour qu'elle soit minimale, il faut qu'on remplace t par plus l'infini. Donc on remplace t ici par plus l'infini, ça nous donne 0. Donc, le courant minimal, dont I2, c'est 0 ampère. La tension maximale au bord du condensateur. Donc c'est la même chose. Donc on a le E. Ça c'est la première équation ici. Donc le E, c'est UC plus UR. Donc on a le E est égal à UC plus UR, c'est-à-dire, on va le remplacer ici. On va remplacer UR par son expression, puisqu'on va remplacer le I2 par son expression. Donc le E, donc on va mettre la valeur absolue, donc ça, la valeur absolue, donc c'est E. Donc c'est la valeur absolue de ce terme-là. Donc ça, puisqu'ils tiennent ensemble, donc il est inférieur ou égal à la valeur absolue de ça, plus la valeur absolue de ça. Donc la valeur maximale de sinus oméga de t, c'est 1. Et donc on aura E inférieur ou égal à la valeur absolue de UCT plus RA, exponentielle de moins alpha oméga 0 t. Donc lorsque UC devient maximal, c'est lorsque t tend vers plus l'infini. Donc on aura donc E inférieur ou égal à UC max. C'est-à-dire que UC max, donc la valeur, elle est de l'ordre de 200 et au plus. Elle est plus de 200, c'est-à-dire à partir de 200 volts et plus. C'est-à-dire UC max, je prends tout simplement 200, mais elle est supérieure ou égale à 200 volts. Le QCM de physique de électricité.
On réalise le montage représenté sur la figure suivante. Donc on a deux condensateurs qui sont reliés ici, en parallèle ou bien en série, ça dépend. Donc on bascule l'interrupteur en position 1. Puis on le fait passer en position 2. Donc déterminer la charge Q1 du condensateur C1. Donc quand l'interrupteur passe à la position 2, le condensateur C1 commence à se décharger dans le condensateur C2 jusqu'au ce que le niveau de la tension s'égalise, c'est-à-dire qu'on aura la même tension au bornes de C1 et de C2, c'est-à-dire que UC, elle est égale à Q1 sur C1, elle est égale à Q2 sur C2. Donc on va ajouter Q1 avec Q2, ça nous donne Q1 plus Q2 qui est égal à Q0, car ça c'est ça la charge qui provient de la force électromotrice. On a C1 plus C2, donc ça on va la garder. Maintenant, lorsque on est en position 1, donc, c'est-à-dire que le E est égal à UC0. Et le UC0, c'est Q0 sur C1. C'est-à-dire que Q0 est égal à C1 fois E. Donc, tout simplement, on a C1, on a le E. Donc, on remplace, on va trouver qu'il est égal à 10 microcoulombs. Donc, ça, on va la travailler après. L'énergie totale des deux condensateurs. Quelle est l'énergie totale des deux condensateurs? Donc l'énergie totale, c'est l'énergie au borne de le condensateur C1 plus l'énergie au borne de le condensateur C2. C'est-à-dire c'est 1 demi Q0 au carré sur C équivalent. Et puisque C1 et C2, lorsque l'interrupteur en position 2, puisque C1 et C2, lorsque l'interrupteur en position 1, ils sont en parallèle, alors le C équivalent, c'est la somme. Donc on a UC est égal à UC1 qui est égal à UC2 qui est égal à Q0 sur C1 plus C2. Donc d'où l'énergie, c'est égal à 1 demi Q0 au carré sur C1 plus C2. Et Q0 au carré, on sait sa valeur, donc on a déjà trouvé qu'il est égal à 10 microcoulombs, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 6 au carré sur 1 plus 2,5. Ça c'est C1, ça c'est C2. Microfarad, on va multiplier par 10 moins 6. Donc ça c'est au carré, ça c'est pas au carré. On va trouver après calcul qui est égal à 14,28 10 moins 6 joules. Ou bien ça dit 14,3 microjoules. Dans un circuit RLC parallèle, comme celui qu'on a déjà vu. Ça c'est parallèle, c'est pas série. Donc l'équation différentielle vérifiée par I en fonction de oméga 0 et lambda est donnée par cette expression-là. Donc l'impédance équivalence du dipôle AB pour oméga égale à oméga 0. C'est-à-dire qu'il y a l'impédance lorsque oméga égale à oméga 0. Donc concernant la notion d'impédance, donc pour ne pas être égaré, donc c'est tout simplement, il faut raisonner comme suit. Donc si vous voyez un dipôle où il y a le R, le L et le C, comme ça, il faut essayer de faire ce schéma-là, ce qu'on appelle le schéma de Fresnel.
Donc ça, c'est l'axe, c'est le R, puisque le R n'a pas d'angle. Le R, l'angle est égal à 0. Donc ça, c'est R. Vous montez avec L oméga, le produit de L oméga, et vous descendez avec 1 sur C oméga. Donc cette partie-là, ça c'est Z. Donc c'est ça l'impédance. Et on a, puisque ce triangle est le rectangle ici, c'est-à-dire que Z au carré est égal à R au carré, plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc on trouve cette expression-là, lorsque oméga égale à oméga 0, c'est-à-dire que le L oméga moins 1 sur C oméga, elle est égale à 0. Et lorsque ça égale à 0, donc il reste Z au carré, elle est égale à R au carré, c'est-à-dire que Z égale à R. C'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Lorsqu'on veut trouver L, C oméga 0 au carré égale à 1, on va dire que ça, c'est la résonance. Donc, ce qu'on a entendu par la résonance, c'est-à-dire L, C, oméga 0 égale à 1. C'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Donc ici, elle parle de la résonance, c'est-à-dire que oméga est égal à oméga 0, c'est la résonance. Donc on va trouver que Z, en résonance, Z est égal à R. Donc la valeur de R pour avoir le régime critique. Donc le régime critique, c'est quoi? C'est lorsque lambda, c'est-à-dire le discriminant de cette équation-là, égale à 0. Donc régime qui correspondant au retour le plus rapide de I vers 0, sans oscillation, sachant que I à l'instant t égale à 0 est égal à I 0 qui est différent de 0 et U de t égale à 0 est égal à 0. Donc, on a une équation différentielle, c'est ça. Donc, tout simplement, on va essayer de trouver son équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique de cette équation différentielle, ça s'écrit R au carré plus 2 lambda oméga 0 R plus oméga 0 au carré égale à 0. Donc delta prime, puisque ici on a le 2, c'est ce terme-là, moins le 1 fois oméga 0 au carré. Donc on a oméga 0 ici au carré, oméga 0 ici au carré, donc ça, c'est oméga 0 au carré, facteur de lambda moins 1. Donc dites que le régime il est critique, signifie que delta prime égale à 0. Donc delta prime égale à 0, ça dit que lambda moins 1 égale à 0, ça dit que lambda est égal à 1. Donc si lambda égale à 1, donc si lambda égale à 1, on a déjà l'expression de lambda. Donc si lambda égale à 1, ça dit que 1 sur 2 RC oméga 0 est égal à 1. C'est-à-dire que 1 est égal à 1 sur 2 RC oméga 0. C'est-à-dire que R est égal à 1 sur 2 C oméga 0. Et on sait que oméga 0, son expression, c'est ça. 1 sur racine de LC. Donc on la remplace ici. On va trouver que, après réarrangement, qui est égal à 1 demi racine de L sur C. Donc voici le R pour que le régime soit critique.
La dernière question, donc quelle est la résistance équivalente du dipôle AB? Et on a un voltmètre. Donc qu'est-ce que c'est qu'un voltmètre? Elle se comporte comme quoi parmi les 4 propositions ici? Donc d'abord, on va essayer de répondre à cette question avant d'aborder la première. Donc un voltmètre qui se branche toujours en dérivation, c'est-à-dire en parallèle, pour mesurer la tension, se comporte comme un interrupteur ouvert, résistance infinie, c'est-à-dire c'est le B. Donc concernant la résistance équivalente, on va faire un petit schéma. Donc ça c'est facile, c'est-à-dire que on va essayer de voir. Donc on a le A connecté avec le D, avec la résistance R. Donc le A avec le D, avec une résistance R. Et on a le A connecté avec C, avec une résistance R. Et on a le D connecté avec B. Et on a le B connecté avec C. Donc ce qu'on veut, c'est la résistance de A à B. Donc, la tension, donc on a le courant ici. Donc le courant entrant, ça c'est un nœud. Donc ça c'est I1, ça c'est I2. Donc on a I est égal à I1 plus I2. Donc on a UAB. Donc UAB donc est égal à UD plus DV, comme il est égal à UAC plus UCB. Donc ça nous donne RI1 plus RI1, puisqu'ils sont en série. C'est-à-dire 2RI1. Et de l'autre côté, UAB, ça nous donne RI2 plus RI2, c'est-à-dire 2RI2. Donc, si on ajoute ce terme-là à ce terme-là, on aura donc 2 UAB est égal à 2RI1 plus 2RI2. Donc, on a 2R facteur de I1 plus I2. I2 plus I1, c'est I. Donc, on aura donc 2 UAB est égal à 2RI. On simplifie par 2, et il reste UAB est égal à RI, c'est-à-dire que le R équivalent est égal à R. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo, cordialement.